de la compagnie Émirate pour l'Afrique. L'audience qui s'est tenue au palais Sékou Touré a porté essentiellement sur l'ouverture prochaine d'une ligne aérienne à Conakry, Dubaï. Les détails avec Sanassi Keita. L'ouverture d'une ligne de vol Conakry-Dubaï, c'est en substance ce qui ressort de ces entretiens qui ont eu lieu ce lundi entre le président de la République et le directeur général de la compagnie Émirate pour l'Afrique. L'entretien se déroule ici au palais Sékou Touré, en présence des ministres chargés des travaux publics et des transports en compagnie de leurs cadres. On est dans le cadre d'une approche pour voir la faisabilité d'ouverture de vol entre Dubaï et la Guinée. On a reçu un accord très favorable de Monsieur le Président de la République et des autorités locales. Donc on passe une journée à regarder un petit peu toutes les possibilités et on espère être en mesure d'annoncer rapidement l'ouverture d'une ligne. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore complètement finalisé, encore des petits détails, donc voilà. Jean-Luc Grier reçoit ainsi du chef de l'État un accord favorable pour l'ouverture de cette ligne de vol Conakry-Dubaï. C'est pourquoi le directeur général de la compagnie Émirate pour l'Afrique multiplie les concertations avec les techniciens guinéens afin d'étudier tous les détails. Le Premier ministre, chef du gouvernement, était récemment à Boké. Mohamed Saïd Fofana était allé prêcher la bonne parole suite aux incompréhensions qui opposaient les membres du RPG et ses alliés de l'UDP. Le Premier ministre a invité les deux partis à jouer la carte de l'apaisement. Quant au Kakandeka, il les appelle à la retenue ou au respect mutuel. Explication Yaya Silla. Une foule en liesse au stade préfectoral de Boké pour accueillir le Premier ministre, chef du gouvernement. Ovation, des slogans sur la paix et le développement, les citoyens de Boké étaient massivement mobilisés pour témoigner au chef du gouvernement leur adhésion au programme de société du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le déplacement du Premier ministre dans le Kakandé est de régler le différend qui existait entre les membres du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés, notamment l'UDG. De Mohamed Silla. Nous sommes d'accord que les Bokéka doivent venir. Mais la division qui est là, elle n'est pas profonde. C'est un problème de leadership. Sans quoi Boké ici, nous sommes tous pour Alpha ici. Mais le problème qu'on a ici, qui sera devant? Qui va mener les troupes? Nous saluons et apprécions à juste valeur votre arrivée ici à Kakandé en ce moment très crucial et sensible de l'évolution de notre société au rythme de démocratie multipartite dont la compréhension et l'application dans la gestion transparente du processus électoral pose de nombreux problèmes nécessitant amples exceptions. Votre présence donc parmi nous est un réel motif de satisfaction en ce sens qu'elle permettra d'éclairer la réalité des uns et des autres sur les comportements adoptés afin d'éviter tout pas susceptible de compromettre la crédibilité des prochaines législatives, marquant la fin d'une transition démocratique qui n'a que trop duré. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a livré le message de paix et de reconnaissance entre tous les fils de Kakandé. Il y avait des incompréhensions. Mais aujourd'hui, Boké est en train de se surpasser. Les gens commencent à se regarder en face et à parler le même langage. Alors, ça, c'est de renforcer cette unité entre les fils et les filles d'ici. Donc, au-delà de cela, c'est de se refuser toute violence. En matière de politique, ce qui est mieux, c'est la compréhension. Et au niveau national et au niveau préfectoral et au niveau de Boké. Donc j'exhorte les Bokékas à privilégier le dialogue entre eux, à refuser que des éléments, des individus créent des situations ingérables dans cette ville-là. Donc je crois que les sages ont bien compris ces messages, les imams ont bien compris et donc le président de la République a une volée de main tendue envers tout le monde pour que nous construisons une Guinée forte, unie et prospère pour tout le monde. Le ministre comblé de joie après sa rencontre avec les citoyens de Boké qui a pris congé des populations pour conférer avec les cadres des partis politiques évoluant sur le terrain.
Et puis, ce communiqué du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation à tous les leaders des partis politiques dans le cadre des rencontres officielles prévues par son Excellence Monsieur le Président de la République avec tous les acteurs de la vie sociale guinéenne, organisations politiques, syndicats, société civile. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation porte à la connaissance des leaders des partis politiques que le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, convie les formations politiques qui ont participé au cadre de dialogue politique inclusif tenu au Palais du Peuple du 27 décembre 2011 au 22 février 2012 à une rencontre au Palais Touria le lundi 4 mars 2013 à 10h. Cette réunion aura pour objet un échange sur des questions d'importance nationale relatives à la réconciliation nationale, au renforcement de l'unité nationale, à la consolidation de la paix, en particulier à l'organisation des futures élections législatives et un dialogue nécessaire au renforcement du processus démocratique en République de Guinée. Le président de la République s'est compté sur la disponibilité de tous les acteurs politiques et sur leurs esprits de responsabilité pour faire de cette rencontre un rendez-vous utile au service de l'unité et de la paix. Conakry, le 25 février 2013, signé Alassane Condé. Et puis, lancement du projet Centre de croissance, une initiative du département de l'industrie avec un financement financier international, filiale de la Banque mondiale. Cette enveloppe de $20 permettra d'assister les petites et moyennes entreprises et les industries de Guinée. Boubacar Ba nous signe ce reportage. C'est un ministère pilote rendu grâce à la volonté et la détermination du chef de département qui a réussi là où nombreux de ses pairs se sont butés depuis déjà une quinzaine d'années en débloquant auprès de la Banque mondiale à travers la Société financière internationale $20 millions pour les petites et moyennes entreprises et industries guinéennes. C'est un projet en préparation dont l'enveloppe s'élèvera à $1 billion américains, entièrement sur financement de la Banque mondiale, qui sera mise en œuvre par le ministère de l'Industrie et des PME et par la Banque centrale de la République de Guinée. Les composantes opérationnelles sont envisagées. La première, c'est l'appui à l'amélioration du climat des investissements. La deuxième composante se focalisera donc sur le soutien au développement des clusters ou grappes de PME et à la croissance régionale. Pour le ministre de l'Industrie, ce projet intégré des centres de croissance en abrégé PIC sera développé dans les 4 régions naturelles du pays. Il sera créé un centre d'excellence de la femme guinéenne. Ce servira de centre de démonstration d'activités génératrices de revenus, telle la transformation du de qualité pour l'exportation, la production de tissus teints à l'indigo, de la production des tapis de luxe, de la production des fils de coton pour la confection et d'autres articles. Le centre d'excellence de la femme sera le meilleur creuset pour la formation et la promotion des produits spécifiques à notre pays. Nous avons nous-mêmes un système national de paiement, aussi la Banque centrale, les banques et le Trésor, et qui a des volets très divers. Un volet infrastructure énergie, qui va être sorte le réceptacle de tous les systèmes et de tous les terminaux de paiement électronique comptant vulgarisés dans le futur, mais aussi et surtout un volet qui concerne la vulgarisation des bancaires, comme je l'ai dit, y compris pour les populations qui n'ont pas eu à l'école. Il y a lieu cependant d'attirer l'attention de chacun et surtout des autorités et de madame en personne sur nos habitudes de mise au placard des produits si importants, de faire en sorte que ce projet-là ne soit pas mis en placard. Avec un taux de pauvreté qui atteint les 55,2 en 2012, ce projet, qui sera mis en œuvre sur une période de 6 ans, permettra, nous l'espérons, de lutter efficacement contre la pauvreté dans le pays grâce aux fonds supplémentaires qui en découleront.
Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, accompagné d'une forte délégation, a pris part récemment au salon halieutique d'Agadir, Maroc, un séjour mis à profit par les participants guinéens pour non seulement partager les essences avec d'autres professionnels de la pêche marocaine, mais aussi visiter certaines installations. Compte rendu Mamadi Gassama. Les membres de la délégation guinéenne ont successivement rencontré le ministre marocain de l'Agriculture, de la Pêche, ainsi que le secrétaire exécutif de la COMAFAT ministérielle sur la coopération halieutique entre les différents États africains riverains de l'océan Atlantique. Il s'agissait au cours de ces différents entretiens de discuter non seulement des possibilités de collaboration et de coopération, mais aussi de parler des perspectives et la contribution de la Guinée au sein. On va se mettre d'accord, c'est surtout pour aller contre la pêche illicite et non régulée. Je pense qu'il y a des systèmes d'information et de traçabilité à mettre en place. Et le Maroc est prêt à apporter son savoir-faire par rapport à ce domaine. Nous sommes mis d'accord pour essayer de donner une nouvelle impulsion à cette organisation, un engagement pour la conférence ministérielle qui doit intervenir au Maroc, tel que ça a été convenu avec le ministre marocain. Et nous nous mettons bien sûr en harmonie pour que nous puissions avoir une participation massive à l'occasion de cette conférence ministérielle. La date n'a pas encore été convenue, mais on s'attend tous pour essayer de la tenir le plus rapidement possible. Le ministre de la Pêche et sa suite ont par ailleurs visité certaines installations maritimes du Maroc. Il s'agit de l'Institut supérieur de la pêche maritime, le Centre spécialisé de valorisation et de technologie des produits de mer et l'Office national des pêches. L'objectif était de s'imprégner des réalités en matière de développement halieutique en vue d'établir des échanges de services entre nos deux pays. Nous sommes sûrs que nous avons des services aussi qui peuvent attacher ce centre pour que même s'il n'y a pas de jumelage, mais qu'ils soient ensemble pour venir acquérir aussi des connaissances beaucoup plus approfondies que celles que nous pratiquons actuellement chez nous. Et nous avons fait des centres d'analyse, mais qui n'ont pas la qualité comme ce que nous voyons ici maintenant. Donc, nous avons besoin de vous envoyer des qui viendront se former ici, prendre l'exemple marocain. Au dire du secrétaire exécutif de la COMAFAT, le prochain mandat de la Confédération sera dirigé par la Guinée, une confédération qui regroupe en son sein 22 États africains. Direction Lola, où le ministre de la Communication en compagnie de Vision Nemba a mis à profit son séjour dans cette localité pour les populations à resserrer les rangs autour du programme de société du chef de l'État. Une rencontre qui lui a permis de passer le message de paix du professeur Alpha Condé. Cheikh Sanoussi 5 ans, Ortage. Le séjour de Vision Nimba et du ministre de la Communication à Lola, dans le cadre de la sensibilisation, a commencé par la rencontre des sages. Un véritable message de paix. La délégation a eu des échanges avec Stable pour non seulement bénéficier de leur bénédiction, mais aussi et surtout les inviter à prêcher la paix et à l'acceptation de la différence. Au siège du parti RPG Arc-en-Ciel, le même message de paix retenu a été véhiculé par le ministre Césaire, résolu à faire de son Lola natal un refuge et tranquille. Réaffirmer que nous sommes venus mettre en action, confirmer l'engagement que nous avons pris devant vous dans la République, comme quoi le mouvement que nous avons mis en place est un mouvement qui va servir d'intermédiaire entre ceux qui sont à Conakry et vous qui êtes à la base. À la préfecture, dernière étape des journées de prise de contact, le préfet, déjà en conclave avec ses cadres, s'est réjoui de cette visite ministérielle. L'ordre du jour étant axé sur la sécurité des citoyens et de leurs biens, ainsi que sur la paix, le préfet a éclairé l'auditoire sur les rumeurs autour des imams de la grande mosquée de Lola et le comportement défaillant de quelques individus qui s'amusent à opposer les populations. Lola a beaucoup de problèmes, mais avec l'aide de ce genre, avec le partage d'idées et d'opinions, nous arrivons à leur trouver des solutions. Depuis un certain temps, nous traversons une période difficile due aux agissements de certains malfaiteurs. Nous avons convoqué la réunion parce que nous avons constaté un certain nombre de faits qui nous inquiètent à plus d'un titre.
la résidence du préfet a fait l'objet d'incendies dont on n'a jamais pu, pour le moment, trouver la cause. Mais nous venons de constater, rien qu'avant hier, des gens sont allés tard la nuit que le directeur préfectoral de l'éducation dormait avec sa famille, percer le plafond et mettre le feu. Les communications faites ont permis à tous les participants d'être au même niveau d'information, tant religieux, politique que social. L'opposition guinéenne réunie au sein de l'ADP et du collectif a animé ce lundi une conférence de presse à Conakry. Elle a ainsi exprimé sa position en ce qui concerne le processus électoral. Les précisions avec le porte-parole de l'opposition, Aboubakar Silla. Nous avons donc décidé purement et simplement de geler notre participation à ce processus électoral. Et nous ne participerons pas donc à la mise en place des cadres. Ceci ne veut pas dire que nous décidons de boycotter les élections à venir. Nous avons dit qu'il n'est pas question pour nous de boycotter. Nous restons fidèles à cet engagement. Nous ne boycotterons pas les élections, de sorte ou qu'elles se tiennent dans la transparence requise, ou qu'elles ne se tiennent pas du tout, ce que ces conditions de transparence soient effectivement réunies. Poursuivant son périple en Haute-Guinée, le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts s'est rendu sur les sites d'exploitation de la SAG, c'est à Sigiri. Objectif, s'enquérir des réalités de l'environnement et inviter les partenaires à s'impliquer davantage dans le reboisement. Nabi Zakaria Bangora. Un site d'exploitation aurifère de Citroco dans la sous-préfecture de Tintinia à une trentaine de kilomètres de Sigiri. Une zone exploitée par la société Ashanti Golfing de Guinée avec un contrat de 40 ans renouvelable. Depuis quelques années, la société a ouvert plusieurs carrières d'exploitation de minerais. Le ministre de l'Environnement qui a visité ces carrières exploitées a constaté que sur le terrain, le spectacle est désolant. Couvert végétal, décapé, les trous d'une profondeur de 50 cm sont ouverts. Au niveau des carrières exploitées, l'éboulement commence. L'eau remonte à la surface. À cela s'ajoutent des conflits sociaux qui opposent la société aux orpailleurs artisans qui cherchent leur quotidien dans les mines. Venu voir dans quelle mesure SAG s'est impliqué et s'implique, n'est-ce pas, dans la restauration de ce couvert végétal qui aura été détruit, décapité, au moment où, n'est-ce pas, on extrait le minerai. Pendant que nous sommes sur le site, on a vu des petits, carrément, c'est là qui sont organisés là, ou des véritables petites PME rurales, et qui sont peuplés, n'est-ce pas, d'orpailleurs artisanaux. Et ces artisanaux, ils font très mal, en ce sens qu'ils ne restaurent pas. À cette visite, le professeur Ibrahima Boiro et sa suite se sont rendus à l'usine de transformation de minerais pour comprendre son fonctionnement, mais aussi connaître les produits chimiques utilisés dans le processus de transformation. Au niveau de la SAG, on prend toutes les précautions nécessaires pour non seulement sauvegarder l'environnement, les animaux et aussi les hommes qui sont autour de ça. Raison pour laquelle on met toujours la chaux. La chaux est une base forte, permet d'avoir un pH supérieur à 10,5. Dans ce cas, on peut utiliser le cyanure sans aucun danger en ce qui concerne les animaux et l'environnement. Aujourd'hui, la question est de savoir si la société pourra remblayer ces milliers d'hectares déboisés tout en mettant en place une politique de reboisement en but de restaurer la nature et assurer l'avenir de l'agriculture après le contrat d'exploitation. Restons un moment dans cette préfecture où l'orpaillage demeure l'activité principale des populations. L'introduction des machines d'extraction d'or a considérablement augmenté les revenus des activités, l'impact de ces machines sur la vie des populations de Sigiri. C'est dans ce reportage signé Mangafo Touré. Ils sont des centaines, voire des milliers de personnes à prendre d'assaut la ville aurifère de Sigiri à la recherche de l'or. Depuis l'arrivée des machines de détection d'or, la ville connaît une démographie galopante. Les autres ruelles sont toujours bondées de personnes et d'engins. Une véritable corvée pour la police routière. C'est la même ambiance tous les jours. Dans les marchés, les commerçants frottent les mains. Mori Kondé, vendeur de motos au Grand de Sigiri,
tire des bénéfices de cette prolifération des détecteurs d'or. Je l'ai appris de 2 ans, mais le clientèle cette année, depuis que j'ai commencé à vendre le moto, vraiment je n'ai pas dans les 2 autres années passées. Donc vraiment on peut dire à propos de cette machine-là, vraiment tout va bien. Dans la ville de Sigiri, les lampadaires solaires illuminent les rues et autres places publiques qui restent toujours jusque tard la nuit. Ce qui est une véritable aubaine pour les petits commerces qui y trouvent leur compte. Il est 22 h, certains sont encore. Un exemple, ce vendeur de téléphones et accessoires travaille de jour comme de nuit. À quelques mètres d'ici, Amadou Sangaré revend des habits et des chaussures. Encore ce soir, la clientèle est au rendez-vous. Les marchandises s'achètent et je gagne mon pain. En tout cas, Dieu merci. Après la pluie, le beau temps. Après une journée de labeur dans les mines, un tour dans les boîtes de nuit et autres lieux de lire vaut bien le coup ici à Sigiri. En tout cas, le détecteur d'or ou le Kumbeni, comme on l'appelle d'ailleurs ici, semble faire le bonheur des Sigirinka. Parlons à présent de l'occupation anarchique du domaine public maritime. Des constructions illégales sont à perte de vue sur le lit de la rivière de Nongon. Ceci n'est pas sans conséquence. La fuite d'eau favorisera inévitablement des inondations. Pour freiner cette agression foncière, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction envisage plusieurs mesures citées ici dans ce reportage de Francina Dono. C'est une véritable agression du lit de la rivière, comme sur le pont reliant Nongo au quartier Koloma. Ici, les constructions et remblayages poussent comme des champignons. Le phénomène est récent. Ce sont des qui ont érigé ces lits en terre ferme, sans norme d'occupation, en dépit de l'existence du schéma directeur de la ville de Conakry. Ici, déjà, c'est ce qu'on appelle les régulateurs naturels. Après les lotissements, c'est des zones qui sont protégées. Il y a même une protection. On fait toujours les corniches pour les protéger. D'abord, même loin que ce soit une réserve, c'est des réserves incontestables de l'État parce que ça régule tout l'assainissement de cette zone. Avec les occupations antiques sur l'empiète de ce cours d'eau, tout porte à que les inondations sont inévitables. Quant aux occupants, ils continuent de présenter les documents que les techniciens d'habitat qualifient de faux. J'ai vu tout dernièrement un plan d'aménagement du site et qui portait l'adresse d'un de nos cadres qui est actuellement en service à la direction du Breka. Et quand je l'ai interrogé, il m'a fait croire que c'est un aménagement qui a été approuvé par la DATU. Il a été constaté que c'est du faux. C'est du faux et usage de faux. Le monsieur, les documents qu'il a sortis, c'est des documents falsifiés. Il y a un plan qu'il a collé et il a mis les cartouches de la DATU pour des gens qui ont géré depuis les années 90. La machine du ministère de l'Habitat s'est donc mise en branle pour lutter contre toute forme d'agression foncière. À Conakry, le combat est rude, car les occupants du PM, domaine public maritime, semblent prendre le dessus sur l'État. Il faudra alors le pagement de responsabilité et de volonté des cadres. À cela s'ajoutent les moyens logistiques et la création d'une force de l'ordre mixte apte à œuvrer aux côtés de la brigade gendarmerie de l'habitat pour sécuriser tous les DPM. C'est Boké qui a abrité les festivités de l'an 54 de l'indépendance de la Guinée. Les travaux de construction prévus à ce tardent toujours. Toutefois, le comité de suivi des chantiers a procédé récemment à la réception provisoire de quelques infrastructures. Ibrahima Keïta pour les détails. Chose promise, chose due. Le chef d'État avait promis de veiller personnellement sur les chantiers lancés à Boké à la faveur de la célébration des 54 ans de l'indépendance de la Guinée. Depuis la mise en place d'un comité de suivi, les travaux avancent à la satisfaction générale, même si par endroits, certaines entreprises ne traitent pas. En effet, sur 14 chantiers restants, le comité de suivi vient de procéder à l'exception provisoire de 7 d'entre eux. Il s'agit de ce centre d'exposition vente des produits artisanaux. À l'image de la carte de la Guinée, ce centre comprend 4 cases représentant les 4 régions naturelles du pays et une direction. Voilà le nouveau vice du commissariat central de Boké.
En plus des bureaux, le projet a tenu compte du logement du coût central. Un peu plus loin, le siège de la mairie de Bokeh. Cette infrastructure a en son sein une vingtaine de bureaux, une salle de conférence et des toilettes. La nouvelle mairie de Bokeh, cette infrastructure répondant aux normes hospitalières, a reçu la visite de la mission. Malgré quelques observations, la satisfaction se lisait sur tout l'âge. Ici, nous sommes au lycée d'excellence de la région. Il comprend 9 salles de classe, sections et des toilettes. Ce lycée d'excellence doit former l'élite guinéenne. Voici le nouveau dépôt pharmaceutique de Bokeh. Avec toutes les commodités exigées en la matière, ce dépôt vient ainsi résoudre l'épineux problème d'approvisionnement en médicaments des sanitaires de la région. Malgré la qualité des travaux, la mission a fait quelques observations. Il y a une satisfaction de notre part. Cependant, on peut noter quelques endroits, quelques anomalies qui sont d'ordre de finition, seulement du côté des entrepreneurs guinéens, mais qui sont à corriger. Globalement, ce qui se pose, c'est le problème d'aménagement extérieur. C'est un problème qui a été constaté au niveau de beaucoup de sites en voie d'être réceptionnés provisoirement. Les observations permettront une exploitation judicieuse de ces infrastructures. De toute évidence, la délocalisation de la fête de l'indépendance de la Guinée, initiée par le chef de l'État, commence à porter fruit. Rendons-nous dans la préfecture de Zérékoré qui abritera les festivités de l'an 55 de l'indépendance nationale. Conscient de l'enjeu de cet événement, le gouverneur de cette ville multiplie les efforts de réhabilitation des services sociaux de base. C'est ainsi que la desserte en eau et en électricité devient de plus en plus effective dans la cité, même si les lampadaires qui illuminent la ville s'éteignent par endroits faute d'entretien. Sori de Keira nous signe sur... À l'image de la capitale du Kakandé, Zérékoré s'achemine vers la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance nationale. Le gouvernement met les bouchées doubles pour la réussite escomptée de cet événement majeur. La restauration des services sociaux de base figure en bonne place des actions engagées. Le potable coule pour le bonheur des ménages, tandis que plus de 3000 clients sont abonnés au réseau de EDG avec un total de 22 transformateurs. Notre direction, notre ministère, pour venir que le 55e anniversaire est en train de se préparer ici. La bourse a besoin de ce courant. Il faudrait bien qu'ils nous viennent aussi. Parce qu'on est confronté à beaucoup de difficultés ici. Du point de vue technique comme commercial. Techniquement, à l'heure là, nous avons très peu de transports. Ils sont chargés et fatigués. La centrale, nous avons fait le groupe qui marche et qui est déjà chargé. D'autres groupes, par manque d'affichage, Les populations se réjouissent du changement des conditions de vie dans cette grande agglomération du pays. Cependant, les travaux de la voirie urbaine ont entraîné des dysfonctionnements de la plupart des lampadaires qui redonnaient déjà à la ville l'image d'une véritable capitale régionale. Je regrette aujourd'hui la société ne passe pas pour l'entretien de ces poteaux. Et pour un départ, il y avait assez d'enjeux au niveau de la population de Zérékoré. Mais actuellement, les Zérékorékas ont commencé à vraiment déplorer la situation où se trouvent les lampadaires actuellement. Donc je lance un appel solennel au gouvernement, plus précisément à l'entreprise qui s'occupe de l'entretien du lampadaire. Pendant que l'éclairage public profite aux populations de certains quartiers aux heures tardives, des dispositions devraient être envisagées pour la réhabilitation des lampadaires affectés par les travaux de la voirie qui, depuis quelque temps, servent plutôt d'ornement de la ville que de moyens d'éclairage public. Et puis, ce communiqué, avant de boucler cette édition, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation à tous les leaders des partis politiques, dans le cadre des rencontres officielles prévues par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec tous les acteurs de la vie sociale guinéenne, organisations politiques, syndicats, société civile, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation porte à la connaissance des leaders des partis politiques que le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, convie les formations politiques qui ont participé au cadre de des politiques inclusifs tenues au Palais du Peuple du 27 décembre 2011.